Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 14e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par Camille aux épaules et Delphine Roy, qui sont toutes les deux chercheuses à l'IPP, mais que je présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et également, je suis accompagnée par le président Philippe Pichery. Donc merci à tous les trois d'être aujourd'hui avec nous. Avant donc de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui, je vais faire un petit détour sur le webinaire qu'il reste à... Donc c'est sur la slide suivante. Donc je vais vous faire un petit détour sur le webinaire à venir. Donc je vous informe que le webinaire du 25 juin a été reporté au mardi, donc 28 janvier. Et donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Afsa Nafia, qui est économiste à l'IRDES, et elle sera accompagnée par Maude Espagnac, elle-même économiste à l'IRDES, donc à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et donc, elles nous présenteront un webinaire qui portera sur l'ouverture de droit à des aides techniques donc au titre de la PCH, donc de la prestation de compensation au handicap. Et elles se demanderont quels facilitateurs et quels obstacles. Et donc, le programme 2024, comme vous pouvez le voir, tous ces webinaires sont d'ores et déjà en ligne et vous pouvez accéder aux différents replays pour donc les voir ou les revoir sur la chaîne YouTube du service public de l'autonomie. Donc on va vous mettre le lien vers le programme qui mène vers les liens des replays dans la barre d'infos de ce webinaire. Donc le programme 2025 va être très rapidement constitué et vous pouvez être informé de ce programme en vous inscrivant donc, soit sur la newsletter de la CNSA, on va également vous mettre un lien pour cela, ou vous inscrire aussi sur les réseaux sociaux de la CNSA pour être informé donc, de tous les webinaires à venir et du programme 2025. Donc aujourd'hui, sur la slide suivante, nous avons donc le grand plaisir, comme je le disais un petit peu plus tôt, d'accueillir Camille aux épaules. Donc, vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques et vous travaillez sur l'axe 1 de Thémis. Donc, Thémis qui est ce projet de recherche qui, donc si je décline le sigle, qui est Territoire, Habitat émergent, Institutions et solvabilisation de l'offre. Donc, on aura le plaisir d'en savoir plus sur ce programme et puis sur cet axe 1, qui est un projet de recherche qui est soutenu par la CNSA. Et donc Delphine Roy, vous coordonnez donc cette recherche Thémis et vous êtes également économiste à l'Institut des politiques publiques à l'IPP. Donc votre présentation sera suivie d'une discussion qui sera initiée donc, par le président Philippe Pichery. Donc vous êtes président du conseil départemental de l'Aube et vous êtes également membre du conseil de la CNSA. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous deux également. Et donc ce webinaire se terminera avec 10-15 minutes de questions-réponses avec vous les participants. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace adéquat. Donc pour cela, il vous faut cliquer sur le Q et R qui se situe en bas de votre écran, puis de noter un pseudo ainsi que votre question sur la fenêtre qui apparaîtra sur la droite de votre écran. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, elles me sont remontées par Armelle Klein, ma collègue, et je pourrai les rapporter à la fois à nos deux chercheuses et au président Philippe Pichery. Donc n'hésitez pas, quelles que soient vos questions, aux chercheuses, au président, tout au long du webinaire. Avant donc, de rentrer dans le cœur de notre webinaire, si vous avez des questions qui ne concernent pas la thématique du webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez vous référer donc, au site internet de la CNSA. Tous les liens vont vous être mis dans le fil de discussion. Donc, le site internet de la CNSA, bien sûr, mais également donc, le site Mon Parcours Handicap ou encore l'autre site internet pour les personnes âgées.gouv.fr et également donc, le site pour les aidants qui s'appelle donc Ma Boussole Aidant. Donc n'hésitez pas à consulter toutes ces ressources. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Camille aux épaules et à Delphine Roy pour leur présentation qui est intitulée donc, Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, quels enjeux d'équité entre les départements. C'est à vous. Merci pour cette introduction.
Donc effectivement, Camille aux épaules et moi, nous travaillons à l'Institut des politiques publiques, qui est un institut de recherche indépendant. Et nous travaillons en partenariat avec la CNSA sur ce projet qui s'appelle Thémis, comme vous l'avez rappelé. Donc, je vous rappelle un petit mot de contexte de ce projet de recherche et des questions qui sont au cœur de l'axe 1 dont on va parler tout à l'heure. Je pense que le contexte doit être connu de la plupart des gens qui nous écoutent, mais on va quand même redire que c'est des sujets qui sont au cœur de deux enjeux, au croisement de deux enjeux. Un, démographique. Alors on le dit souvent, mais cette fois ça va finir par arriver. Les générations du baby-boom vont vraiment arriver aux grands âges, aux âges où les questions de perte d'autonomie se posent de façon plus aiguë. Donc j'ai remis le calcul tout bête que 1945 plus 80, ça fait 2025. Donc là, on y arrive vraiment, à force de dire que ça va arriver. Et puis un contexte politique qui est celui de la discussion sur la poursuite, l'approfondissement de la décentralisation, ou au contraire, ses limites, avec par exemple des recentralisations du RSA, la question de la gestion des EHPAD qui est partagée actuellement entre les départements et les ARS, la question de ce transfert vers les ARS. Donc tous ces sujets sur les compétences, les charges et les ressources des départements qui sont au cœur des discussions actuellement. Et on sait que le financement des départements, c'est quelque chose de très complexe. Pour s'y être penché récemment, depuis les années 80, les transferts de compétences successifs, il y a aussi des fractions de taxes, des dotations, des compensations. Et tous ces financements, donc, non seulement sont très complexes, mais en plus obéissent à des logiques toutes différentes. Et donc voilà, c'est sur ces sujets-là que nous, en tant qu'économistes, on s'est penché dans le projet de Thémis. Donc un petit mot sur ce projet de recherche. Il prend la suite d'un autre projet qui avait été développé en partenariat avec la CNSA les 3 années précédentes, qui aboutit à la publication d'un rapport Vieillir à domicile en mars 2023, que je vous invite à consulter sur le site de l'Institut des politiques publiques. Et le nouveau projet, donc, lui, est plus orienté vers l'offre. Donc ça, c'est l'axe 2 qui s'interroge sur l'offre en établissement, l'offre à domicile, et qui également, avant de venir sur l'axe 1, qui va également se poser des questions plus sur le financement du risque autonomie, donc un aspect un peu plus macro et financement du risque. Donc ça, c'est l'axe 3. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on a commencé à faire. C'est un début de recherche sur l'axe 1 qui poursuit les réflexions sur les disparités territoriales de prise en charge de la perte d'autonomie. Et donc cet axe 1 pose 3 questions. Le premier, c'est qu'est-ce qu'un département riche? Quels sont les moyens financiers des départements pour faire face à leurs obligations de prise en charge de la perte d'autonomie? La deuxième question, c'est une fois qu'on a vu quelles étaient leurs marges de manœuvre, comment ils les intègrent dans la prise en charge? Et puis on va regarder comment se fait le système de compensation actuel. On va déjà essayer de le comprendre pour ensuite voir quels enjeux d'équité il pose. Et voilà, donc je passe la parole à Camille pour le premier point. Merci. Donc dans un premier temps, on s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire la richesse d'un département et comment on pouvait la définir. Donc il y a plusieurs indicateurs qui permettent d'apprécier la richesse des départements. Tout d'abord, une catégorie d'indicateurs plutôt au niveau des individus qui seraient ensuite agrégés au niveau d'un département. Les plus évidentes sont les mesures de revenus moyens, le revenu initial, le revenu disponible, le niveau de vie ou encore le taux de pauvreté monétaire, mais il existe aussi d'autres indicateurs comme le taux de chômage, le taux de bénéficiaires de RSA, le niveau moyen d'éducation ou encore l'espérance de vie, qui peuvent être utilisés pour définir la richesse d'un département. Quand on regarde l'évolution de ces différents indicateurs, on se rend compte qu'elle est relativement parallèle entre les départements, mais qu'il y a des fortes hétérogénéités de niveau aussi entre les départements. Et il y a aussi une catégorie d'indicateurs plutôt directement calculés au niveau du département, comme le potentiel fiscal, ou bien tout simplement les recettes de fonctionnement des départements, comme les recettes qui proviennent des concours de l'État, d'impôts et taxes, ou encore de subventions diverses. Donc on a essayé de voir comment résumer tous ces différents indicateurs et s'ils avaient des liens entre eux, s'ils variaient dans les mêmes directions. Et donc on s'est rendu compte que le potentiel fiscal était plutôt une bonne mesure de ces différents indicateurs, puisque dans les départements où les revenus moyens sont plus élevés, où les recettes de DMTO, par exemple, des droits de mutation à titre onéreux, donc sur les transactions immobilières, sont plus importantes, le potentiel fiscal est aussi plus élevé. De la même manière, dans les départements
où la part de ménages imposables est plus élevée, ce potentiel fiscal est aussi plus élevé, mais qu'à l'inverse, le potentiel fiscal ne reflétait moins les charges des départements, puisqu'il n'est pas vraiment lié au taux de pauvreté, par exemple. Donc il n'y a pas vraiment de lien. On ne retrouve pas un potentiel fiscal forcément plus élevé dans les départements avec des taux de pauvreté plus faibles, ou des dépenses d'aide sociale par habitant plus élevées, ou des bénéficiaires d'aide sociale. Donc on peut se dire que le potentiel fiscal semble bien résumer les ressources, mais moins les charges. Et donc utiliser cet indicateur peut favoriser ou désavantager certains départements en fonction de leur position dans la distribution du revenu moyen ou du potentiel fiscal. Ils peuvent être désavantagés par cette mesure qui reflète bien les ressources mais moins les charges. Et donc aussi, dans le temps, les départements ont moins de pouvoir et moins de taux sur lesquels ils peuvent voter. Et donc le potentiel fiscal était aussi plutôt une bonne mesure à ce moment-là, mais comme ça a évolué, ça devient aussi peut-être un indicateur qui aurait moins de pertinence et qui à l'avenir serait moins corrélé à ces mesures-là. On peut aussi regarder donc directement les recettes des départements. Donc là, c'est un graphique qui représente la composition des recettes de fonctionnement des départements. Donc on voit que la plus grande partie des recettes proviennent des recettes fiscales, donc d'imposition et de taxation, qui prend une part croissante dans le temps. On observe aussi une bascule entre 2020 et 2021 de la composition de ces recettes entre les impôts locaux et les autres types d'impôts, puisqu'il y a eu l'apparition de la fraction de la TVA dans les comptes des départements suite à la suppression de la taxe d'habitation et au transfert de recettes de la taxe foncière. Et on observe aussi une baisse de la part de concours et des dotations dans ces recettes de fonctionnement. On voit aussi que les recettes de DMTO ont eu tendance à prendre une part plus importante dans les recettes, mais que ça a diminué entre 2022 et 2023 avec les variations du marché immobilier. Et enfin, on peut aussi regarder plus les charges et donc les dépenses des départements. On voit que la composition, pour le coup, elle est beaucoup plus stable dans le temps et qu'elle a beaucoup moins varié que la composition des recettes, avec une part importante prise par les dépenses d'aide sociale, notamment NAPA, PCH, RSA, et tous les frais d'hébergement liés par exemple aussi aux personnes âgées. Je vais repasser la parole à Delphine pour voir à travers aussi ces différentes ressources et dépenses, les marges de manœuvre des départements. Oui, donc la question, une fois qu'on a replacé un petit peu ces notions de richesse des départements, de dépenses et de ressources, la question c'est quelle marge de manœuvre les départements ont pour mettre en œuvre leur politique de l'autonomie, sachant que la décentralisation laisse peu de latitude fiscale aux départements, comme vient de le dire Camille. Il y a de plus en plus de transferts de ressources de l'État aux collectivités locales en substitution aux impôts locaux. Et donc, il y a peu de pouvoir d'assiette et de taux des départements. Donc si on regarde, ça c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'autonomie fiscale, l'autonomie financière, mais ce qu'on voit c'est qu'au moment de la suppression de la taxe d'habitation et donc du transfert d'une fraction de TVA au département, l'autonomie fiscale des départements a baissé. Et donc maintenant, sur les DMTO, les taux sont pratiquement tous au maximum. Et la principale ressource des départements sont donc des transferts de l'État. Et ces transferts viennent donc d'une fraction de TVA qui varie avec la consommation, enfin qui est assise sur la consommation des ménages. Donc si le contexte économique est moins bon, se dégrade, la consommation va stagner ou baisser. Donc c'est ça qui va avoir un impact sur les montants qui vont être transférés au département. De même, les DMTO assis sur les transactions immobilières vont varier avec le marché immobilier. Donc c'est des ressources qui vont varier
avec ces indicateurs un peu macroéconomiques, mais pas nécessairement avec les besoins. Au contraire, par exemple, le RSA, il va avoir tendance à demander plus de ressources au moment où les finances vont baisser si l'activité économique ralentit. Donc, dans ce contexte où les montants des dotations, les montants des recettes sont fixés largement à l'extérieur des départements, alors que les barèmes, par exemple, de l'APA sont fixés au niveau national, quelles sont les marges de manœuvre des départements? L'APA, si on a pris l'exemple de l'APA qui est au cœur de notre recherche, c'est ni sur les barèmes ni sur les montants que le département va pouvoir jouer, mais peut-être sur des choses plus à la marge, comme l'ouverture des droits qui peut rendre plus ou moins aisé. Le département peut lutter activement contre le non-recours ou au contraire ne pas simplifier excessivement les démarches et faire qu'ainsi le taux de recours soit plus ou moins important. Il peut également jouer sur le choix du producteur, c'est-à-dire qui va apporter le service à la personne âgée, un service autorisé ou agréé, plutôt encourager le gré à gré ou au contraire les services prestataires. Et il peut également jouer sur les tarifs de référence de l'aide à domicile. Donc on a pris cet exemple ici, les tarifs de référence de l'APA, donc c'est ceux qui servent à valoriser l'heure d'aide dans le plan d'aide APA, quand c'est un service prestataire qui va apporter le service. Et donc on voit ici qu'il y a des départements dans lesquels, entre 2018 et 2021, donc c'était avant la fixation du tarif plancher, certains départements, c'est par rapport à l'inflation, donc ce n'est pas en valeur absolue du tarif de référence, mais c'est relativement à l'inflation. Il y a des départements qui ont fait augmenter leurs tarifs plus vite que l'inflation, d'autres pour lesquels ils sont restés stables, et puis d'autres départements qui ont vu leurs tarifs décrocher relativement un peu à l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les départements peuvent agir et le font de façon hétérogène. Une autre marge de manœuvre, c'est tout ce qui est extra-légal, ou les marges d'interprétation des textes de politique publique. Donc, par exemple, l'aide au GIR 5-6, qui peut être fournie ou non par les départements, en complément de celle des CARSAT, ou bien pour l'ASH, l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes en établissement pour personnes âgées, ils peuvent ou non aller jusqu'à avoir recours aux petits-enfants, par exemple, pour les obligations alimentaires. Donc ça aussi, c'est des marges de manœuvre, mais qui ne sont pas au cœur des textes législatifs, qui sont plutôt à la marge. Et quand nous, on veut essayer de les mesurer, en tant que chercheur, c'est compliqué parce que les données sur ces éléments-là sont très hétérogènes en fonction des départements. Donc, on est en train d'essayer de collecter des données sur ces sujets, mais c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on a un deuxième exemple, avant de repasser la parole à Camille, sur quelque chose qui est de l'ordre du légal, donc le droit au répit des proches aidants et le relais des proches aidants hospitalisés, qui sont inscrits dans l'APA depuis la loi ASV de 2015, il me semble. Et on voit que tous les départements n'ont pas forcément mis en place de façon effective les deux éléments de ces droits. Et on voit aussi qu'il y a des départements pour lesquels les données sont manquantes, ce qui rend aussi compliqué la comparaison. Donc on va poursuivre cette investigation, mais pour l'instant on voit que ces marges de manœuvre sont plutôt à la marge. Voilà, je repasse la parole à Camille sur les concours APA spécifiquement. Merci. Donc on s'est ensuite intéressé au concours APA versé par la CNSA au département dans le but de couvrir une partie des dépenses des départements. On s'est particulièrement intéressé à la première part du concours APA, qui représente le plus gros concours, mais il y a aussi tout un tas d'autres concours dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui existent aussi. Et donc la première part du concours APA, elle est répartie entre les départements selon 4 critères et une formule qui met ensemble tous ces critères. Et donc les 4 critères, c'est le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus dans le département, les dépenses d'APA du département, le potentiel fiscal, ainsi que le nombre de bénéficiaires du RSA. Il y a aussi la deuxième part du concours APA qui a été mise en place à la suite de la loi ASV en 2015 pour compenser les charges nouvelles, mais à laquelle on ne va pas s'intéresser aujourd'hui. On s'intéresse aussi au concours APA dans l'idée peut-être un jour d'une fusion des deux concours et de voir si par exemple on gardait les critères de répartition du concours APA, les effets que ça pourrait avoir. Donc tout d'abord, un graphique qui représente l'évolution, les barres bleues des dépenses d'APA des départements. On voit qu'elles ont eu tendance à croître
dans le temps. Et en vert, c'est les montants du concours APA 1 en vert plus foncé et en vert clair du concours APA 2, donc, qui est versé par la CNSA au département, qui a aussi augmenté dans le temps et qui a permis de maintenir, voire d'augmenter le taux de couverture des dépenses qui est en moyenne égal à 40%, avec une légère diminution entre 2020 et 2021, mais sinon légèrement croissant dans le temps. On voit aussi qu'en début de période, donc en 2017, le concours APA 2 il représentait une part d'environ 15-16% et 12% même en 2018 dans le montant total de ce concours APA, et qu'après après 2018, la part du concours APA 2 a augmenté pour être plutôt autour de 18-19%, mais que c'est quand même le concours APA 1 qui représente la plus grosse part, entre 80 et 90%. Et donc, on a essayé de comprendre comment fonctionnait, dans un premier temps, comment fonctionnait la répartition de ce concours. Et donc pour cela, on a créé une application dont le lien vous sera mis dans le chat. Et je vous invite à vous rendre sur ce lien et à regarder l'application. Parce que, donc dans un premier temps, il permet de comprendre comment fonctionne le concours et ensuite de simuler des réformes, notamment dans la façon dont est réparti ce concours. Donc chacun peut simuler sa propre réforme et regarder l'impact d'une réforme sur à la fois le taux de couverture des dépenses d'APA pour chaque département et la part que chaque département reçoit aussi de ce concours APA 1. Donc pourquoi on essaye de comprendre déjà comment fonctionne la répartition de ce concours, c'est qu'il est basé sur une formule, donc comme je disais, qui prend en compte 4 critères: le nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus qui entrent en jeu dans cette formule à 50%, les dépenses d'APA à 20% et le potentiel fiscal à moins 25%, puisque plus un département a un potentiel fiscal élevé, moins il aura une part importante du concours. Et enfin, le nombre de bénéficiaires du RSA qui entre en jeu à 5%. Mais donc, cette formule, elle dépend à la fois des caractéristiques du département, mais aussi des caractéristiques des autres départements, puisque c'est une enveloppe totale fermée qui est répartie entre les départements. Donc, il faut prendre en compte les caractéristiques de tous les départements en même temps pour répartir ce montant. Donc là, j'ai remis un exemple de ce qu'on voit dans ce qu'on peut faire avec l'application. Donc c'est un exemple fictif où on augmenterait par exemple les dépenses d'APA, on verrait une augmentation des dépenses d'APA de 10% dans l'OB. Et donc cette carte illustre le fait que du jeu à somme nulle, de l'enveloppe fermée, qui répartit le concours entre les différents départements et qui donc, même si les caractéristiques d'un département ne changent pas, puisqu'elles ont changé dans un autre département et que l'enveloppe n'a pas changé, la part que recevra chaque département peut être amenée à diminuer ou augmenter dans d'autres contextes sans que les caractéristiques du département aient changé. Et on a des légèrement plus grosses variations pour les départements dont les caractéristiques auraient changé. Donc là, c'est vraiment une illustration vraiment de cette enveloppe fermée qui est répartie entre les départements. Et donc une fois qu'on peut un peu mieux comprendre comment ces montants sont répartis, on peut simuler des changements de poids qui sont attribués à chacun de ces 4 critères dans la formule actuelle. Et donc là, on a pris un exemple d'une discussion qui avait été faite dans les années 2010 pour modifier les poids et donc attribuer un poids plus élevé aux dépenses d'APA, donc qui avant était de 20% et qui aurait pu être de 60%, changer le poids des personnes âgées de 50 à 40% dans ce calcul de la formule, augmenter aussi le poids du potentiel fiscal, passer de 25 à 30 et supprimer le critère du nombre de bénéficiaires du RSA qui pouvait être jugé comme moins lié aux dépenses d'APA. Et donc, toujours pareil, là, c'est les variations que chaque de parts reçues par les départements avant et après une potentielle réforme fictive.
Et donc on voit que les départements plutôt avec beaucoup de personnes âgées et des dépenses d'APA élevées auraient une part plus importante dans le concours si ces critères étaient mis en place, et des départements dans le Nord par exemple avec des potentiels fiscaux plus faibles verraient aussi leur part augmenter. Et à l'inverse, des départements avec des potentiels fiscaux plus élevés comme les Hauts-de-Seine ou Paris recevraient eux une part plus faible du concours. Donc on voit quand même qu'il y aurait beaucoup de variations dans les parts reçues. Et là, il y a à peu près autant de départements qui perdraient ou qui gagneraient en part de concours avec cette réforme. Et enfin, il y a une troisième possibilité dans l'application, c'est de regarder ce qui se passerait si on décidait de couvrir tous les départements de manière identique. Donc là, on a pris un exemple de couvrir les dépenses de tous les départements à hauteur de 50%. Donc là, on sort du jeu de l'enveloppe fermée. L'enveloppe augmenterait considérablement si les taux de couverture devaient passer à 50%, puisqu'ils sont aujourd'hui en moyenne autour de 40%. Et donc on voit sur ce graphique, les départements sont rangés par ordre croissant de taux de couverture des dépenses actuelles. Donc c'est les points en vert sur le graphique. En bleu, donc tous les départements auraient un taux de couverture à 50%. Et donc on voit que sur la droite, les départements qui étaient le moins couverts avec des potentiels fiscaux plus élevés, comme Paris, les Hauts-de-Seine, la Haute-Savoie ou la Savoie, bénéficieraient d'un taux de couverture à 50% puisqu'ils étaient moins couverts avec les critères actuels. Mais donc ça pose la question aussi de quel objectif on veut attribuer à quel concours. Est-ce qu'il faut des effets péréquateurs ou à l'inverse se demander si on veut plutôt avoir un taux de couverture identique entre les départements. Et donc on a un autre exemple aussi qui illustre le fait que les concours répondent à différents objectifs. Donc là, le graphique il représente la part départementale dans chacun des deux concours, donc sur l'axe horizontal dans le concours APA1 et sur l'axe vertical dans le concours APA2. Et on voit donc que par exemple Paris et les Hauts-de-Seine ont une part plus importante dans le concours APA2 puisqu'il n'y a pas de prise en compte du potentiel fiscal dans la répartition de ce concours par exemple, et des départements qui sont plus bénéficiaires de l'APA1 et moins de l'APA2. Et donc en fonction de différents objectifs, on arrive à différents résultats. Et enfin, on peut aussi se demander, remettre en question aussi les indicateurs qui sont actuellement, sans parler des poids, mais directement des indicateurs qui sont utilisés, et se demander si on voudrait intégrer plutôt des indicateurs qui reflèteraient mieux les besoins des personnes âgées, et qui pourraient être mesurés par le taux de prévalence par exemple, ou le nombre de points GIR. Le nombre de points GIR des bénéficiaires de l'APA. Est-ce qu'on pourrait aussi plutôt prendre en compte le revenu moyen des habitants plutôt que le potentiel fiscal, tout en gardant en tête que les indicateurs doivent être disponibles à une fréquence adéquate et suffisamment fiable et opposable pour qu'ils puissent servir de critères à la CNSA pour répartir le concours entre les départements. Et je vais laisser Delphine conclure cette présentation. Alors on a été un petit peu longue, donc vraiment en 1 minute, nos pistes pour la suite. On va continuer cette recherche qui s'étale sur 3 ans, et on a seulement fait 1 an de recherche pour l'instant. Donc on va continuer nos investigations sur les différences de mise en œuvre de l'APA en cherchant des nouvelles données sur les départements. On va élargir notre focale à l'articulation entre l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale, parce qu'on sait qu'il y a à la fois des enjeux d'offres selon les départements et aussi de financement, puisque certains sont financés par les départements, d'autres par l'assurance maladie. Et puis on va continuer à réfléchir sur cette question de la taille globale de l'enveloppe, de la source de financement, du risque autonomie, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même le cœur du sujet est là sur ces questions de financement. Donc on est tout à fait preneur de vos idées, de vos questions, de vos pistes pour poursuivre cette recherche. Et voilà, on vous laisse la parole au président Pichery pour commencer à nous donner de nouvelles idées.
Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présentation. Donc juste avant de vous laisser la parole pour votre discussion, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Voilà, elles me seront remontées et on pourra échanger et y répondre tous ensemble un tout petit peu plus tard. Donc je vous laisse la parole. Donc, Monsieur le Président Philippe Pichery, donc président du Conseil départemental de l'Aube et également membre du Conseil de la CNSA. Merci et bonjour à ceux qui nous suivent. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ces recherches qui sont très intéressantes, mais je voudrais resituer un petit peu la discussion qu'il y a autour de ces questions entre tous les départements actuellement. C'est un sujet de grande actualité. Nos départements sont dans une variété très importante. Le département de la Lozère n'a pas à gérer les mêmes problématiques que le département des Hauts-de-Seine. Le département de l'Aube ne gère pas les mêmes problématiques que le département des Alpes-Maritimes. Donc, par rapport à ces questions, on considère au niveau des départements qu'il faut d'abord avoir des mécanismes qui soient lisibles et qui soient simples. Je suis surpris dans ma mission à la CNSA d'avoir constaté que finalement le concours APA1 dont on vient de voir les recherches, plus personne ne peut expliquer finalement pourquoi on a pris tel critère à l'époque et est-ce que ces critères sont pertinents. Qu'on prenne le critère des gens âgés de plus de 75 ans, mais pourquoi prendre un critère lié au RSA? Donc je crois la première chose, c'est d'avoir un dispositif qui soit simple, qui soit lisible, et ça évitera beaucoup de frustration et d'incompréhension par rapport à ce mécanisme financier. Après, la position des départements, elle est claire. On a besoin de solidarité et de péréquation entre nous. Elle s'exerce, cette solidarité. Les départements sont les seuls dans les strates de collectivité d'avoir mis en place volontairement, ce n'est pas la loi qui l'a imposé, un dispositif de péréquation sur les DMTO. Et aussi un dispositif de péréquation par le fonds de soutien au département. Mais je pense que ce serait une erreur de faire de la péréquation et de la solidarité sur tous les dispositifs, toutes les dépenses qui concernent nos départements. Un département rural a un linéaire de ramener à l'habitant de voirie départemental plus important qu'un département moins rural. Est-ce qu'on va faire de la péréquation par rapport à la dépense d'entretien de ces routes? Un département rural a peut-être plus de collèges pour la satisfaction de ses habitants qu'un département qui est avec une population plus ramassée. Est-ce qu'on va faire demain une péréquation par rapport au nombre de collèges par habitant qui se situent dans les départements? Je pourrais utiliser d'autres exemples et on est arrivé de façon unanime au niveau des départements de France à demander finalement une règle très simple, que tous les départements soient compensés à hauteur, puisqu'on parle de l'APA, mais c'est le cas aussi pour la PCH, soient compensés à hauteur de 50% de la dépense qu'ils engagent pour l'APA dans sa globalité. On ne parlerait plus de APA 1, de APA 2 ou de dispositifs autres qui concernent directement ou indirectement l'APA. Un dispositif simple, lisible, opérationnel, et surtout que le dispositif actuel fait que les compensations versées au département nécessite un suivi dans le temps parce que
dans l'année 2024, pardon, on va toucher des acomptes par rapport à la dépense de APA 2024, mais le solde sera payé en 2025 et le solde de 2023 est payé en 2024. Donc ça rend globalement les comptes et le rattachement de ces concours très peu lisible, et ça, encore une fois, ça introduit un sentiment d'incompréhension et de frustration. Donc je m'arrête là pour cette première intervention. La demande des départements, c'est un mécanisme de compensation simple, qui soit lisible, qui ne suscite plus d'incompréhension, et on pense que le meilleur mécanisme, c'est celui qui a été projeté sur une diapositive, c'est 50% de la dépense engagée est supportée par le département. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous voulez réagir sur Non, certains points? sur 50% de la dépense. Alors, le problème des petits concours qui ont été ajoutés là récemment, c'était aussi qu'ils avaient des visées d'inciter certains éléments de qualité ou des choses comme ça. Est-ce que ça ne disparaîtrait pas dans le mécanisme de 50% de la dépense peut-être? La demande, le souhait des départements, c'est de prendre en compte la totalité de la dépense. Et effectivement aussi les actions volontaires, parce qu'il n'y aurait toujours qu'un 50% à payer par le département. Donc pour la qualité du service, nos départements, je le disais, sont très différents. Et donc, d'avoir il faut j'apprécie la thématique de cet échange. On parle d'équité vis-à-vis de la prestation entre départements. Je parle toujours effectivement d'équité et pas d'égalité. L'équité, elle tient compte des caractéristiques du territoire. Il y a des départements, de toute façon, ce n'est pas la peine d'avoir des plans APA redondants, parce qu'il n'y a pas les personnels pour les mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est sur ce thème de l'équité qu'on doit progresser, parce que l'APA est un droit des usagers, un droit légal, un droit universel, et il faut vraiment, c'est la volonté des départements, qu'on soit très attentif qu'en tout lieu du territoire, ces droits des usagers soient satisfaits. Mais encore une fois, je crois qu'il faut avoir des mécanismes simples pour réussir cet objectif commun que nous avons tous. Je vous remercie. Est-ce qu'un rebond ou un autre commentaire sur la présentation, ou je passe aux questions? Oui, on peut passer aux questions. Là encore, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, nous avons une première question qui est la suivante. Existe-t-il des critères de qualité pour le financement de l'APA? Je ne sais pas qui... Oui, il existe. La CNSA a mis en œuvre de façon volontaire et tout à fait pertinente des critères de qualité qui permettent de soutenir cette prestation par rapport à la qualification des personnes ou dans d'autres domaines, ce qui a fait, je pense, progresser effectivement cette prestation. Et personnellement, je suis favorable que, bien sûr, ces critères de qualité soient maintenus et même en fonction des contextes soient intensifiés, parce que c'est effectivement un devoir d'apporter aux personnes qui sont concernées le service de la meilleure qualité qui soit, sachant que cette qualité, elle est
pas forcément, comme je le disais, uniforme sur tout le territoire national. En fonction des contextes locaux, ben, il y a des actions qualitatives qui sont plus pertinentes que dans d'autres contextes. On a une autre question. La personne nous dit bonjour. Mécaniquement, vos travaux devraient montrer une variation des montants de dépenses moyens par bénéficiaire, des taux de couverture de la population variables, voire même une instabilité dans le temps de ces montants. Avez-vous regardé cela ou l'ajustement se fait-il ailleurs, comme le mentionne M. Pichery? Alors, sur les montants moyens par bénéficiaire, effectivement, il y a des variations importantes selon les départements. Alors, il faut voir si on parle du montant total du plan d'aide ou si on parle du montant financé par le conseil départemental. Parce que pour la part financée par le conseil départemental, elle prend également en compte les variations de revenus des bénéficiaires. Puisque dans les départements où les bénéficiaires sont en moyenne moins aisés, la participation du conseil départemental est plus importante. Donc il y a ce premier facteur qui joue, qui est le revenu des bénéficiaires, qui crée de la variation entre les départements. Ensuite, pour les montants totaux du plan d'aide, il y a aussi des variabilités. Alors, une partie, c'est là que c'est difficile et que ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'il y a une partie qui est due au contexte. Par exemple, un département plus rural où les personnes, les aides à domicile devront faire davantage de trajets, va avoir peut-être des plans d'aide plus élevés à cause de ce facteur transport. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur ces montants moyens. Alors notre recherche précédente a montré qu'il y avait, donc outre les revenus de la personne, il y a aussi le pourcentage de personnes, de bénéficiaires de l'APA qui sont en établissement qui jouent. On a montré que dans les départements où il y a beaucoup d'établissements pour personnes âgées, les montants sont assez mécaniquement plus élevés puisqu'ils sont fixés en fonction du tarif dépendance des établissements qui sont souvent plus importants que les montants qui sont attribués à domicile. Donc il y a ce facteur d'offre qui joue et qui est important et qui, lui, tient à des histoires locales du département par rapport à l'offre d'EHPAD qui s'est développée dans le département. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent. Vous pouvez retrouver également ça dans notre rapport précédent de mars 2023, mais on n'arrive jamais à épuiser complètement cette variabilité, à l'expliquer complètement. Et après, il y a forcément un facteur de choix politique qui intervient. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, non mais... Je confirme ceci. Je reviens sur le souci que nous avons tous d'équité de traitement sur tout le territoire national par rapport à ces usagers. Il faut bien voir que, et vous l'avez abordé par le potentiel fiscal, aujourd'hui les départements n'ont aucune marge de manœuvre, ils ne fixent plus aucun taux, sauf les DMTO, mais tous les départements, à quelques exceptions près, qui se comptent sur les doigts d'une main, sont au taux maximum. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus aucune latitude. Et comme ça a été dit, quand on est dans une période un peu difficile économiquement et avec des problèmes de société qui s'intensifient, c'est bien connu des départements, on a ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, les recettes baissent et les dépenses augmentent. Donc, c'est ce qui se passe actuellement et c'est un contexte qui nous inquiète beaucoup au niveau des départements parce que la conséquence de cela, par rapport à l'équité de traitement avec les usagers, c'est qu'aujourd'hui, un nombre conséquent de départements, pour faire face à leurs obligations, n'ont pas d'autre choix que de dégrader le service à l'usager par les mécanismes qui ont été rappelés. La dégradation, c'est de serrer un peu plus les plans d'aide, c'est d'utiliser un certain nombre d'artifices. Puis, in fine aussi, c'est de laisser à la charge de l'usager
une partie du financement plus importante que dans d'autres départements. Et là, le principe d'équité auquel nous sommes tous attachés est mis à mal. Donc, on va avoir cette semaine les assises des départements. C'est un sujet qui sera au cœur de nos travaux. Et les départements interpelleront le gouvernement pour dire qu'il faut vraiment mettre les moyens, et notamment par la compensation, cette compensation à 50%, pour que tous les départements soient en situation d'agir efficacement par rapport aux besoins de l'usager. Les personnes. Alors je vous propose qu'on prenne une autre question. Donc le versement par la CNSA au département de compensation correspondant à une quote-part des dépenses engagées ne serait-il pas, opportuniste et inflationniste? En l'occurrence, ce système n'inciterait-il pas les départements à octroyer de plus en plus et de plus en plus gros plans d'aide APA? Moi, je pense que je peux rassurer la personne qui pose la question. Une compensation à 50% fait qu'il faut assumer les 50 autres pourcents. Donc, on parle de montants qui sont très importants. Moi, je ne connais pas de département, compte tenu des tensions financières qu'ils connaissent dans tous les domaines de l'action sociale, l'enfance en danger, le RSA, bien sûr les personnes âgées, les personnes handicapées. Personne ne peut avoir l'idée de dire on va ouvrir les vannes et on va faire des prestations très très confortables. On n'en a pas les moyens. Et encore une fois, il faut mettre sur la table les 50% autres que la compensation. Donc c'est une question qui se pose légitimement, mais je peux rassurer totalement la personne qui pose cette question. La régulation se fera par les moyens qui sont ceux des départements. On a une autre question sur la focale sur l'APA relativement aux autres dépenses, recettes du champ de l'autonomie et de ces financements. A-t-elle un sens? Voilà. Moi, j'ai compris que c'était un exemple. Effectivement, oui. La même démarche, la même logique de raisonnement pourrait s'appliquer aux compensations sur la PCH, aux compensations par rapport au RSA, aux compensations par rapport à l'accueil des MNA. Donc c'est finalement le champ global de l'action sociale, de proximité, de solidarité humaine des départements qui est interpellé dans cet exemple. Et bon, moi je crois que c'était un exemple, mais bien sûr qu'il faut extrapoler cet exemple de l'APA sur les autres concours que perçoivent les départements par rapport à l'action éminemment utile et indispensable pour l'équilibre de la société qu'il mène. Merci. Peut-être un rebond sur cette question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à l'APA et finalement peut-être pas à d'autres aides du champ de l'autonomie? Enfin, voilà, oui. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça. On s'est aussi un petit peu intéressé au concours PCH, mais comme le projet TEMIS est davantage davantage tourné vers nos personnes âgées, on a pris l'APA, d'autant plus que l'APA c'est quand même 6 milliards d'euros par an, donc c'est pas une part négligeable du financement du champ de l'autonomie. Mais bien sûr, comme vous le disiez, c'est tout à fait pertinent de s'interroger sur les autres concours également.
On a une autre question sur la décentralisation. Donc, la personne vous remercie pour cette présentation. Et elle dit ne se heurte-t-on pas encore et toujours à la difficulté pour l'État d'accepter la décentralisation de cette politique et donc d'avoir laissé le pilotage de ces politiques au département? Ce pilotage par le financement, n'est-ce pas une tentative de recentralisation au risque de générer du dysfonctionnement? Alors, c'est effectivement une grande question qu'on aborde régulièrement entre présidents. Ma position, là, je m'exprime personnellement. Je ne sais pas la position des départements parce qu'on a des positions, des interrogations qui sont variables. Moi, je pense que dès lors que, par la CNSA, donc la solidarité nationale apporte des financements à hauteur de 50%, il est légitime qu'effectivement il y ait un pilotage avec des lignes données par la CNSA et données par le national par rapport à la politique menée. Mais ça ne remplacera jamais le pilotage spécifique sur chaque territoire en fonction de ses atouts, de ses handicaps, qui est la mission fine qui est confiée au département. Parce que, encore une fois, on traite d'un sujet qui est un sujet humain, et donc ce n'est pas depuis Paris qu'on va régler les problématiques qui concernent les gens qui sont concernés par ce soutien et ces usagers qui ont tellement besoin de cette aide de la société dans son ensemble pour vivre dignement. Ouais. On a aussi une question sur l'application AirShiny, et donc sur son utilisation. Peut-être que ça n'a pas été très clairement formulé, mais donc la personne se demande, existe-t-il un manuel d'utilisation de l'application AirShiny et est-ce qu'elle est utilisable par tout le monde? Alors on vous invite à nouveau d'aller y jeter un coup d'œil. Mais voilà, est-ce que c'est assez intuitif? Est-ce que tout le monde peut bidouiller l'application ou est-ce qu'il y a un petit coup d'entrée et ça nécessite une formation pour la manier? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Oui, merci pour cette question. Désolée, je n'ai pas eu le temps pendant la présentation d'expliquer exactement comment l'application fonctionnait. Elle est assez facile normalement d'utilisation et elle est encore en voie de développement. Donc là, c'est vraiment une version très préliminaire. Mais donc normalement, quand on clique sur le lien, on se retrouve sur une page d'accueil qui explique un peu comment d'abord fonctionne la répartition du concours et qui montre cette grosse formule de comment permet sont de calculer les clés de répartition. Ça montre aussi les coulisses de ce qui va être visualisé ensuite. Exactement. Et ensuite, il y a différents onglets qui permettent de simuler soit les variations dans les caractéristiques, comme le premier exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, un onglet qui permet de modifier les poids associés à chacune des 4 variables dans le calcul des clés de répartition. Et donc là, si on se rend sur cet onglet, on peut faire varier un curseur pour chacune des 4 caractéristiques pour changer le poids. Et donc une fois qu'on a fait varier ce curseur pour attribuer le poids qu'on voulait à chacun des critères, on peut cliquer sur un bouton et des cartes s'affichent. Donc il y a une carte qui représente le taux de couverture des dépenses actuelles, une carte qui représente le taux de couverture qui serait effectif avec ces changements, et une carte qui représente les variations. Et il y a un troisième onglet qui permet de définir un taux de couverture identique que là j'avais mis à 50% dans l'exemple, mais qui pourrait être de 40% le taux moyen ou de plus ou moins. Oui, et là pareil, on peut faire bouger un curseur et cliquer sur le bouton pour voir apparaître les cartes. Mais peut-être qu'on devrait aussi rajouter un onglet pour mieux expliquer comment se servir
de l'application. Oui, l'application est encore en voilà, cours de développement. Donc voilà, plus le temps va passer, plus la recherche va... Voilà, mais c'est bien d'avoir les retours aussi des utilisateurs pour savoir comment l'améliorer. Très bien. On a une question sur est-ce qu'on sait si dans les années à venir, certains départements vont être fortement impactés par le changement démographique dont Delphine, tu en parlais au tout début. Oui. J'imagine que c'est une question autour des différences de vieillissement démographique en fonction des départements et de l'impact que ça peut avoir aussi. Oui, donc ça c'est quelque chose qui a été pas mal étudié par l'INSEE notamment, qui a développé des projections de personnes âgées, d'une part donc âgées de plus de 60 ans, de plus de 75 ans par département, et sous certaines hypothèses qu'on peut faire varier, de personnes âgées en perte d'autonomie par département. Donc ça, je vous renvoie, il y a une publication de l'INSEE de 2020 sur ce sujet. Et ensuite, nous, à l'IPP, on a, en se basant sur ces projections et sur celles de l'adresse, donc le service statistique du ministère des Solidarités, qui a également repris ces projections pour... donc déjà, le ministère a repris ces projections pour voir si, dans l'état actuel des prises en charge, il y aurait assez de places en établissement pour personnes âgées dans les années à venir. La conclusion étant non. Donc ça aussi, c'est des travaux de projection qui ont été faits par département, que vous pouvez consulter. Et ensuite, nous, à l'IPP, on a repris ces projections-là pour voir, en fonction d'hypothèses de virage domiciliaire, donc de maintien à domicile d'une plus ou moins grande proportion des personnes âgées, par département, encore une fois, qu'est-ce que ça donnerait comme coût par département. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites en projection par département. On pourrait mettre sur le site, si vous voulez, les liens vers toutes ces études. Très bien. Je crois qu'on peut dire, alors sans risque de se tromper, que tous les départements sont concernés par ce défi du vieillissement de la population dans les années à venir. Notre société évolue, il y a des grands sujets qui sont devant nous, le changement climatique, le partage de la ressource en eau, l'indépendance énergétique, mais dans ces sujets, il y en a un dont on ne parle pas suffisamment peut-être, c'est le défi démographique du grand âge. Et il faudra bien que l'on prenne conscience de cette chose qui est incontournable et qu'on mette en place des politiques adaptées à ce sujet. C'est d'ailleurs l'attente qu'ont tous les départements de la grande loi qu'on nous annonce, effectivement, grand âge ou autonomie, appelons-la comme on veut, mais c'est un vrai défi et surtout, cette loi devra impérativement être complétée par un volet financier. Parce que s'il n'y a que des intentions et que les financements ne sont pas au rendez-vous, ça ne servira à rien. Hein. Bon, notre webinaire touche maintenant à sa fin. Donc je vous remercie les participants pour toutes vos questions. On a répondu à un grand nombre d'entre elles, mais pas toutes malheureusement. Donc en tout cas, merci pour votre participation à ce 14e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Évidemment, un grand merci à nos intervenants, à tous les trois. Et puis, comme à mon habitude, je termine donc ce webinaire en remerciant toutes les personnes que vous n'avez pas vues à l'écran, mais sans qui ce webinaire n'aurait pas lieu, ou en tout cas dans de bien moins bonnes conditions. Donc je remercie d'abord Armelle Klein pour la remontée des questions via le fil de discussion. Également donc, le service de communication de la CNSA qui donc, transmet toutes les informations concernant les webinaires. Également Formule Magique et en particulier un grand merci à Léna et Julie donc, qui nous permettent donc d'être accueillis dans ce beau studio. Également merci à toute l'équipe technique en régie du studio. Et puis un dernier merci à notre assistante Marie-Catherine Permel qui organise beaucoup de choses pour notre direction, dont les déplacements des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc
Comme vous le savez, le replay va être très bientôt mis en ligne sur la chaîne YouTube du Service public de l'autonomie, qui est donc la chaîne YouTube de la CNSA. Donc n'hésitez pas à vous y rendre très prochainement. Et donc on se retrouve le 28 janvier, comme je vous le disais en introduction, pour la présentation de Nafia Afsa et de Maud Espagnac. Et donc je vous remercie pour votre participation et donc je vous dis à très vite en vous souhaitant un très bon après-midi. Merci à vous. Au revoir.